connais Londres, New York, puis je connais Berlin. Mais rien au monde ne peut battre mon patelin. C'est toi pour en transporter les feuilles de mon premier automne. Ces rues connaissent mon auto quand je suis devenu autonome. Salut Détrac. Salut. Merci de venir et de répondre à nos questions, ça fait très plaisir. Ça fait plaisir, man. Merci. Avant qu'on commence un peu tout ça, il me semble que tu reviens d'un voyage. Ouais, je viens de la Chine. Tu reviens de Chine? Ouais, grosse tournée, 3 semaines. Waouh. 3 semaines en Chine. D'accord. On a fait 10 spectacles dans 10 villes différentes. Ça fait que c'était un truc de fou, man. Une expérience malade. Puis, ouais, man, c'est là qu'on vient, ouais. Et du coup, comment t'as vécu ça? Est-ce que c'est ta première tournée internationale? En fait, non, j'en ai fait d'autres. J'ai fait une mini tournée en Asie du Sud-Est aussi. J'ai fait le Vietnam, Cambodge, Laos il y a 2 ans. Puis la même année, j'ai fait genre 2 semaines après, j'ai fait l'Europe de l'Est aussi. J'ai fait Serbie, Croatie, Kosovo, Monténégro. Puis ensuite, j'ai joué aussi à Paris. J'ai fait la Coupe du Monde de Slam en 2014. Ouais, bien sûr. Puis j'ai pu faire 1 ou 2 shows là-bas Ouais, en étant là-bas. C'est ça. Ouais, fait que c'est ça. C'était pas mais grosse tournée, vraiment tournée, ça c'était une vraie tournée là, tu sais, fait que je dirais ouais. D'accord. Ouais. Et du coup, bah oui, revenons un peu sur ton parcours. Donc tu es rappeur, ouais, tu es slammer, ouais, tu es beatmaker. ouais, Waouh. ouais. Waouh. Ouais. Et d'où vient cette passion pour la musique et surtout la communauté hip-hop? Ben, j'aime la musique de un, tu sais, j'ai toujours grandi dans un environnement où il y avait de la musique chez nous, du jazz, tu sais, toutes sortes de musique, la musique française aussi. Mais moi, le hip-hop, moi, ça a été un coup de foudre, tu sais, moi, comme j'avais 11 ans. Puis, je sais pas, man, comme écrire, ça m'est venu spontané, puis c'était juste c'est une passion, tu vois ce que je veux dire. Puis j'ai jamais fait ça dans le but de, tu sais, un jour je vais être riche ou whatever, tu sais, c'était vraiment, moi, je voulais faire mes raps, puis je voulais faire mes shows avec ma gang, tu vois. Moi au départ, c'était faire des shows, tu sais. J'ai pas commencé dans le studio comme beaucoup de monde, moi, c'était l'inverse. Moi, j'allais dans des danses où il y avait des DJ, puis je voulais juste prendre le micro pour faire mes verses, tu sais. Fait que moi, c'était vraiment un MC à la base, tu vois. C'est cool. Et puis, à travers les années, bon, j'ai raffiné un peu ce que je fais, tu vois. Puis, à un moment donné, je suis allé dans les studios, j'ai acheté des beats. À un moment donné, je me suis dit, bah, tant qu'à y être, je vais essayer d'apprendre à faire mes beats moi-même. D'ailleurs, un de mes bons mentors à moi, c'est le producteur de The Weeknd. C'est un gars de Gatineau, tu vois. Fait que j'ai eu des bons mentors, tu vois. Fait que c'est des bagages que je retiens. Puis je suis un gars qui est tout le temps un peu dans une mentalité. J'essaie de raffiner mes affaires, faire autre chose, me mettre à jour. Fait que je pense que c'est ce qui me permet aussi de continuer, tu vois. Parce que si je faisais tout le temps la même chose, je pense que je me tannerais aussi en même temps. Mais je suis un gars passionné, man. J'aime ça, faire ça, tu sais. Fait que voilà. Et justement, comme tu dis, en fait, donc tu as commencé, t'es arrivé un peu par hasard dans cet univers de hip-hop à 11 ans. Tout de suite, tu en tombes amoureux. Ouais. Tu t'intéresses, donc tu commences à être MC, à rapper, à essayer de toaster comme à l'ancienne. Ouais. Puis tu essaies d'apprendre à faire tes beats. Exact. Et là, en 2013, ça paye. Ouais. Une des premières révélations, coup de cœur émergent Radio-Canada. Ouais. Comment tu l'as vécu, ça? Ben ça, c'était pour un festival en Outaouais qui s'appelait le Festival Outaouais Émergent. Et puis, pour nos performances, ben ça, c'était une belle reconnaissance. Mais tu parles de 2013, ça a été une grosse année. Comme tu dis, j'ai eu mon premier contrat de disque avec une compagnie à Québec. Tu sais, TELUS qui a acheté une de mes chansons pour une pub nationale. J'ai gagné le slam québécois qui m'a permis... Au slam québécois. Ouais, exactement, tu sais. Et 2013, pour vrai, t'as raison, c'est une grosse année pour moi parce que ça a été un peu un moment où je me suis dit, oh, OK, je peux commencer à faire un peu d'argent avec ça, tu vois, puis à faire quelque chose de peut-être de plus constructif que je pensais. Et pour moi, ça a été comme un tremplin pour moi cette année-là. Ouais. Et du coup, parlons un peu de ce fameux album, ce premier album qui a été super bien critiqué en plus. Ouais. Il a été vraiment très bien accueilli. Et... tu parles d'Abri Tempo Ouais, Abri Tempo, ouais. L'arrogance de ses bandes, l'avarice de ses tempêtes, l'égoïsme de ses velléités, le vice de ses degrés, son foi qui nous meurtrit. Ça, c'était... ouais, j'ai eu des bonnes réceptions, bonnes critiques. C'était mon premier album sur une compagnie de disques. C'était pas mon premier projet en soi. Non, bien sûr. Mais ouais, super belle réception. Puis ça m'a permis d'avoir l'attention, tu vois, de gens dans un plus vaste étendue à travers le Québec et le pays, tu sais. Fait que ça m'a permis de faire des projets où je commençais à avoir vraiment l'écoute des gens. Et puis je pense que ça fait juste continuer. Tu vois, mon dernier album en 2016, c'était mené au Gala de la disque. Fait que ça, c'est comme...
c'est aussi une belle reconnaissance. Fait que je commence à être reconnu pour la qualité de mes morceaux. Fait que la qualité de ta plume. De ma plume, avant tout. Ouais, je pense que c'est la première chose pour laquelle on me reconnaît aussi, fait que ça fait plaisir. Bien sûr. Et puis après, regarde, quand on regarde tes 2 albums, dans Message Texte Anneli Nelson, je veux dire, moi je trouve vraiment une concordance avec ton premier album. Moi c'est limite, j'ai l'impression que tu te répondais à ton plus jeune de toi-même. Et moi je vois ça particulièrement parce que dans ton premier album, tu as ce titre Juste une amie. Et tu expliques que tu fais tout pour une femme qui peut être aussi peut-être interprétée pour la musique, par exemple pour l'industrie. Et après dans Message Texte Anneli Nelson, on retrouve... Anneli Gant. Exactement. Exactement. Tu vois. Et puis après on trouve Ma belle cicatrice. Et c'est là où moi je me dis, est-ce que c'est pas un rapport? Au début on parle de t'es juste une amie, je fais tout ça pour toi, et on est 3 ans plus tard et maintenant j'en ai une belle cicatrice. Ah écoute, tu l'as vu de même, je trouve ça hot. C'est pas la manière je l'ai écrit, mais juste une amie, j'aime ça comment tu parlais, parce que c'était peut-être par rapport à la musique, mais je parlais vraiment d'une femme. Je parlais vraiment genre, tous les gars on est passé à travers ça, tu vas avoir une femme, mais finalement c'est juste une amie, tu vois. Fait que c'était juste, je l'ai emmené en chanson, puis le refrain c'est, j'ai repris le fameux refrain de Biz Markie, Just a Friend, tu vois. Et ensuite Ma belle cicatrice, ça c'est un morceau en fait où je parle d'une histoire. Dans le temps quand je rappais, tu vois, t'avais des rivalités Hall-Gatineau, tu vois, puis ça chauffait beaucoup. Et puis une fois on m'avait attaqué avec une canne de peinture, tu vois, je m'étais défendu, bon j'ai pris des baffes, j'ai pris une cicatrice, fait que je parle comment j'ai une belle cicatrice, mais genre je suis fier d'avoir maintenu debout, tu vois ce que je veux dire, puis c'est comme ça me rappelle ce moment-là, fait que je parle de ma belle cicatrice, tu vois. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et du coup là, on arrive en 2014. Donc tu as eu une année fulgurante en 2013. Tu as sorti ton album, coup de cœur émergent comme on l'a dit. Et là, tu vas à Paris. Tu vas à Paris pour la compétition internationale de slam. Ouais, c'est ça. Et tu te places 4e. Parle-nous un peu de cette compétition et comment tu l'as vécu dans ta carrière. Ça, écoute, c'est fou. Moi, le slam, je l'ai toujours fait par défi aussi. Je trouvais ça cool. Des soirées où juste le monde, ils vont faire leur texte a cappella. Je trouve que c'est un autre défi. Puis là, rendu là, être là à la Coupe du Monde de Paris puis représenter le Québec, c'était quand même une belle adrénaline. Mais je l'ai pris, je fais mon truc, je fais ce que j'ai à faire. Puis ça s'est bien donné, je me suis super bien classé. J'ai fait des belles amitiés, j'ai rencontré du monde de partout à travers le monde qui font la même chose que moi, tu sais. Fait que super expérience dans le quartier Belleville à Paris aussi. C'est intéressant quand tu dis je fais ce que j'ai à faire parce que c'est un peu le ressenti qu'on a de ta carrière en fait. C'était arrivé et tu t'es dit c'est quoi, j'ai un truc à faire, je vais le faire et puis bah... Ouais, tu vois, moi je suis toujours, tu sais, moi on parlait de hip-hop tout à l'heure, moi je suis toujours de l'école, genre l'authenticité avant tout, être original, tu vois. Moi j'essaie pas de faire ce que les autres font, ou tu sais, c'est sûr j'ai des influences ici et là, tu peux le ressentir, mais j'essaie pas de faire ce qui est la tendance, j'essaie de faire vraiment moi, ce que moi j'ai le goût de faire. Et tu vois, tant mieux si les gens y embarquent, et puis après ça, tout ça, l'addition se fait, ça. Fait que j'ai toujours essayé de rester en tête que partout où je vais, c'est mon univers, c'est ce que je suis, je l'assume. Puis c'est sûr qu'il y a la nervosité après tout ça, mais c'est ça, tu sais. Voilà. Et donc du coup, ensuite, tu reviens de ta compétition à Paris. Et donc là, en 2015, un petit changement, petite surprise, on pourrait dire. Tu publies quelque chose. Est-ce que tu veux nous parler de ce projet? Ouais, ça s'appelle Détroit. Donc c'est un recueil de textes sur la ville de Détroit avec des photos que j'ai prises là-bas quand j'ai tourné un vidéoclip pour ma pièce Occupons l'hiver. Donc photographe en plus? Ouais, entre guillemets, tu sais, genre, mais c'est plus des trucs que j'ai mis sur mon compte Instagram. J'avais une amie avec qui je travaillais à l'époque, qui travaillait pour une maison d'édition, elle a vu les photos, elle capotait, elle dit « Ah, on a un projet à te proposer. On sort un livre qui s'appelle Détroit, on met tes photos, puis tu fais des textes. » Et ça fait un genre de livre multidisciplinaire de photos puis de textes. Fait que c'est ça s'appelle Détroit, puis ça m'a permis après d'entrer un peu dans le monde de la littérature par ricochet. Puis non, ça a été une belle expérience. Parfait. Et là, du coup, ensuite, on arrive en 2016. Et en fait, là, on réalise vraiment que tu n'as vraiment pas arrêté. C'est 2013, coup de cœur. Ensuite, 2014, compétition. 2015, recueil. 2016, deuxième album. Message Texte Anneli Nelson. Cet album, comment tu l'as écouté?
Celui-là, je l'ai écrit. Moi, comment j'écris, c'est... comment dire? Je compose régulièrement. Puis moi, c'est toujours choisir les meilleures chansons. Puis des meilleures chansons, je fais un album avec. Et puis là, après, bon, j'essaie peut-être de retravailler un peu la musique, choisir, trouver un fil musical qui rejoigne les pièces après. Mais comment je l'ai écrit, c'est vraiment... mes meilleurs morceaux, j'ai écrit peut-être dans une période de 2 ans. Après, je les ai raccolés ensemble, puis j'ai fait un album avec, vraiment. D'accord. Ouais. Okay. Ouais. Et du coup, maintenant, on en est là aujourd'hui. Ouais. Tu reviens de ta tournée en Chine. Comme tu nous as expliqué, c'était vraiment une belle expérience. Ouais. Comment on arrive à commencer à Gatineau et à Montréal et au Canada, et on en arrive à faire une tournée en Asie en 5 ans? Ben, ça, c'est un concours. C'est un concours qui est organisé à chaque année par le gouvernement du Québec et du Canada. Donc, les artistes appliquent. Il y a un jury, il sélectionne un artiste, ça a tombé sur moi. Parce que probablement, justement, ils ont reconnu la qualité de mon truc, ils ont kiffé. L'authenticité, comme tu disais. L'authenticité, ils ont dit ok, cool, des tracks, boum. J'ai eu la tournée. Comment on en arrive là, je sais pas, avec le travail, définitivement. Moi, je donne des ateliers aussi, puis je dis souvent aux jeunes, tout le monde a un talent. On a tout un talent avec quelque chose, mais si tu mets pas le travail autour de ça, ton talent, il va nulle part, tu vois. J'en ai croisé du monde qui rappe vraiment bien, qui chante vraiment bien, qui ont tel talent, mais c'était du monde qui ont jamais été prêts à mettre le travail autour de ça, tu vois. Fait que je pense que c'est le travail, l'intérêt à ça, c'est ça que ça fait, tu vois. Voilà. D'ailleurs, tu parles de travail, et on le voit parce que ton travail, il est récompensé. Ouais. Tu gagnes, comme on l'a dit déjà dans l'interview, le coup de cœur Radio-Canada. Ouais. Mais il y a aussi une nomination en 2016 pour meilleur album hip-hop de l'année. Ouais. Comment tu l'as vécu cette nomination? Ah, ça, pour moi, ça a été vraiment... j'étais vraiment content parce que, tu vois, c'était comme l'industrie qui m'envoie, ok, tu sais, comme on te voit, puis, tu sais, on reconnaît la qualité. C'est sûr, si tu compares avec d'autres artistes au Rap Kev en ce moment, je suis pas au même niveau de popularité, mais ça, je veux dire, en même temps... C'est une question de temps. C'est une question, ouais, tu vois ce que je veux dire, je le vois de même, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, ils reconnaissent, on voit la qualité qui se fait, tu vois. Fait que pour moi, c'est comme yo, merci, tu vois ce que je veux dire. Puis c'est toujours bon de savoir que ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd quand tu fais de la musique. Parce que, tu sais, moi, je fais ma musique, je sors les projets, je sais pas qui écoute. Je sais pas qui l'écoute dans son char, qui l'écoute dans son iPod quand il est au gym ou peu importe. Fait que juste de savoir que, boum, il y a un comité qui l'a écouté, comme sur plein d'albums. Puis je suis avec d'autres artistes que je respecte beaucoup, comme les Corias, les À la Claire ensemble. Fait que ça me fait plaisir, tu sais. Fait que très, très, très belle nomination pour moi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant de Detrack? Ben là, c'est ça, là, je travaille sur le prochain album. D'accord. Prévu début 2019. OK. Et puis, projet avec Sampha et Detrack que je suis en train de travailler en ce moment. On était au Francouverte hier. On a sorti ce projet-là en 2017 aussi. Fait que c'est ça, quoi. La vie me permet encore de faire de la musique. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets. Donc, je suis là-dessus encore. Est-ce qu'on peut envisager un retour de Detrack toujours dans le monde du slam? Est-ce que c'est possible? Ouais, un peu, mais comment dire? Ouais, mais pas peut-être pas proche comme ça, mais à long terme probablement. Mais je suis toujours par la force des choses en train d'écrire des slams un peu ici et là parce que je donne des ateliers. Je suis invité à des émissions de radio où on me demande à écrire des slams, je le fais. Mais ma passion avant tout, vraiment, je te dirais, c'est le rap parce que j'adore écrire sur un beat, tu sais. Fait que c'est ce que j'aime faire en ce moment, puis c'est ce que j'ai le goût de faire, tu vois. Fait que, voilà. Et du coup, est-ce que tu pourrais dire que par exemple, à travers le rap, tu as pu découvrir un côté conscient que le slam t'a aidé à un peu enrober et évoluer pour venir agrémenter tes textes? Quand même oui, parce qu'avoir participé dans les ligues slam, c'est côtoyer d'autres gens qui écrivent d'autres types de poésie autres que le hip-hop, etc. C'est aussi de voir d'autres manières d'écrire, tu sais. Bien sûr. Tu sais, dans le rap, on est souvent dans la multisyllabique, etc., tu sais. Mais, tu sais, mis à part ça, il y a d'autres figures de style, il y a d'autres manières d'écrire. Fait que ça a définitivement enrichi, oh shit, je peux écrire ma poésie de cette manière-là. Ensuite, après, j'ai pu l'adapter à mes chansons, tu vois. Fait que c'est comme un va avec l'autre, tu vois. Puis après, mon côté rap m'a définitivement aidé dans le slam parce que quand je performe mes slams, j'ai un débit quand même un peu percussionné, un peu rap. Ben ça vient du côté du flow dans le hip-hop, tu vois. Fait que j'ai pu merger les deux puis influencer les deux dans ce que je fais, tu sais. D'accord. Ouais. C'est super. Ouais. C'est super. Ouais. Et du coup, donc maintenant, je vais te poser quelques questions un petit peu fun, entre guillemets. Ouais, vas-y. Donc par exemple, on va essayer de comparer un peu avec la Chine, vu que tu reviens de Chine. Vas-y. Comment est-ce que tu pourrais décrire les fans et une audience de concert canadienne ou nord-américaine
face à une audience un peu chinoise. Ouais. Mais c'est sûr que, bon, être en Chine, nous, on est arrivé rapidement, mais de ce que nous, on a vécu, le public, il tripait, c'était vraiment fou, là. Tu sais, comme, dès la première tune, là, il filait le beat, il filait le flow, ça marchait, tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est un public qui n'a pas de filtre, je dirais, en fait. Je pense que eux, s'ils aiment ça, ils vont embarquer à fond. S'ils n'aiment pas ça, mais si la musique est bonne, ils ne seront pas gênés de te le montrer, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en Amérique du Nord, Canada, aux États-Unis, j'ai peut-être l'impression que les gens, ils ont plus comme, tu sais, ce fit-là, c'est qui lui, je devrais-tu aimer ça? Donc, il y a comme une rationalisation de ce qui se passe sur scène, alors que nous, comme on l'a vécu en Chine, j'ai trouvé que les gens étaient comme, on sait pas c'est qui, mais Chris, c'est bon, tu sais, puis on embarque dedans, boum. Fait que c'est comme ça que nous, on l'a vraiment vécu, tu vois. Et d'ailleurs, on avait une question à te poser là-dessus. On ne sait pas si tu es au courant parce qu'on trouve qu'il n'y a pas eu assez de médiatisation là-dessus ici, et nous on en a parlé. Ouais. Mais il y a eu un ban contre certains artistes hip-hop chinois cette année par le Parti communiste chinois, qui ont dit qu'ils n'étaient pas conformes avec les lois et les règles et que du coup ces personnes-là devaient être boycottées. Ils ont perdu tout leur contrat, toute leur apparition télé, leur album. Est-ce que toi tu as vécu une sorte de pression d'être un rappeur et d'un artiste Ben moi on m'a censuré en fait. Oui. Il y a le comité communiste de la Chine qui a tout repassé mon album avant la tournée et ils m'ont dit ces morceaux-là tu peux pas les jouer, tu vois. Waouh! Ouais, carrément. Fait que, mais en même temps c'était des morceaux que j'allais pas jouer, fait que c'était pas la fin du monde. Mais j'ai trouvé ça quand même intense, tu vois. Parce que c'est n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, j'ai un texte qui s'appelle Islam. Ouais. Fait que eux, ils voulaient pas que je performe ça. Ah bon? Non. Mais tu sais, en ce moment en Chine, il y a tous les droits humains. Là. Il y a les, je sais pas si vous connaissez les Ouïghours. C'est les communautés musulmanes en Chine, puis il y a des camps de travail, il y a des camps de concentration. En termes de droits humains, c'est fucked up la Chine quand même aussi. Là. Fait que peut-être qu'ils ont vu ça de même. Mais, les tatous en Chine, c'est mal vu aussi. C'est un autre chose. C'est une autre culture hein, aussi. Là. C'est, Ouais, bien sûr. mais en même temps, sur le spot, on n'a pas. Bien sûr. Il n'y avait pas de police là. C'était du monde comme vous qui filait. Fait. C'est ça, tu sais. Et est-ce que tu as pu du coup. Tu sais, la télé-réalité, tu parles, je sais parce que j'en ai parlé à plein de monde. Ouais. Parce que c'est une télé-réalité de hip-hop chinoise. Et une des stars là-bas qui s'appelle PG-1, c'est un rappeur chinois. Il a couché avec une actrice chinoise, tu vois. Ouais. T'as entendu parler de ça, hein? Donc, adultère. Et ça a tué les mœurs chinois et c'est à cause de ça en fait. Bah justement, nous on a fait un petit reportage là-dessus, on parle de PG-1 exactement. Et après il y en a plein d'autres qui ont subi un peu la conséquence et c'est dommage, mais du coup c'est un peu un contraste en fait. Et on aimerait avoir ton avis parce que d'un côté on va avoir cette semaine Kendrick Lamar qui gagne le prix Pulitzer. Ouais. Et d'un autre côté on va avoir un pays en Chine où on essaie d'abolir le mouvement hip-hop. Ouais. Comment est-ce que toi tu vois la vision de l'hip-hop d'un point de vue mondial pour les années à venir, sachant qu'on a vraiment deux parties qui se créent? Moi ce que je trouve avec le hip-hop c'est que il est souvent piégé dans le cliché, tu vois ce que je veux dire? Il est souvent dans l'image. Puis c'est poche à dire, mais tu sais on est dans un monde où l'image compte, tu vois, puis les gens retiennent beaucoup ce qu'ils voient à la télé plus que le contenu et ce qu'il y a derrière ça et le travail artistique. Donc je pense que des cultures comme celle de la Chine peut-être ont encore plus de misère à comprendre ce que c'est le hip-hop par la barrière de la langue, de la culture. Donc, fait que, oui, on est dans une époque où c'est comme genre, on est dans une époque où le hip-hop, c'est la génération hip-hop en ce moment, tout le monde écoute ça, mais en même temps, partout dans le monde, c'est différent. Bien sûr. La compréhension du hip-hop n'est pas la même. Tu regardes juste au Québec, je trouve qu'il y a une différence comparativement au Canada anglais, comme sur ce qui est un bon rapport, tu vois. Bien sûr. Comme j'ai l'impression qu'au Québec, on comprend pas tout à fait encore c'est quoi un bon flow, c'est quoi des bons textes, c'est quoi un bon MC, tu vois. Mais dans le Canada anglais aux États-Unis, on le sait parce que la culture est là, c'est compris, ben j'imagine qu'en Chine, c'est encore plus loin, tu vois. Mais man, j'ai checké des vidéos PG-1 puis Higher Brother, d'autres rappeurs chinois, puis les gars, ils sont bons, tu sais. En même temps, ça se déplace bien. Made in China, c'est bon, tu sais. Et du coup, toi, est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, un petit top 5 d'effets un peu surprenants que tu as remarqué en étant en Chine? Tu vois, 5 trucs qui sont un petit peu... Ben, première, c'est la pollution. La pollution? Définitivement, là. N'importe qui, vous allez en Chine, là, tu débarques de l'avion, c'est comme tu es dans un brouillard constant, un smog, mais c'est vraiment ça frappe. T'sais. Deuxième, à Beijing, il n'y a pas d'oiseaux. On n'a pas vu d'oiseaux à Beijing. C'est fou, là.
Mais tu sais, on parle de liberté d'expression, c'est un peu une image, tu sais, c'est comme il n'y a pas d'oiseaux à cause de la pollution, encore une autre fois, ça c'était fou. 3, c'est, je dirais, la richesse, l'abondance. Les gens, ils ont de l'argent en Chine, man. C'est fou. Les voitures de luxe qu'on a vues, man, des Jaguars, des Porsche, mais tu sais, en même temps, on n'est peut-être pas allé dans les bidonvilles ou les autres coins, mais quand tu vas sur les routes, là, tu sais, ici, tu vois des Toyota, tu vois des... Mais là-bas, c'est que des BM, c'est intense. Donc, le cash... 4e, c'est pas très multiculturel la Chine. Hein. Ouais, bah oui. Hein. Ouais, c'est pas. C'est très. J'ai l'impression qu'ils sont partout dans le monde, mais ils sont très fermés eux autres sur les autres cultures. Tu sais, tu le vois au niveau de la bouffe. Ben j'aime la bouffe chinoise sans rien leur enlever, j'aime ça, mais t'as pas de resto de différentes cultures. C'est que des gens de la Chine, 4e, tu sais. 5e, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est dur à dire. Ils nous ressemblent en même temps, ça. C'est du pareil au même en même temps. C'est du monde comme toi, comme moi, mais ils vivent une autre affaire. Puis eux, ils sont critiques de leur pays hein, en même temps. Même si nous, on le voit d'un œil extérieur, on a rencontré des gens qui nous disaient ouvertement qu'ils sont pistes que le président chinois, il va avoir un mandat de 5 ans de plus, puis il essaie d'instaurer un petit peu peut-être une forme de dictature. Fait ils sont tout aussi critiques que nous, puis ils sont pareils que nous à la fin, tu vois. Fait que c'est juste un autre monde, tu sais. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et du coup, pour ton album qui va sortir donc aux alentours début 2019, on espère, hein, comme tu nous as dit, est-ce qu'il y aurait une tournée envisagée? Et si oui, quel pays tu choisis pour ta tournée internationale? Man, écoute, j'aimerais trop faire une autre tournée internationale. Je veux juste croiser mes doigts, je peux dire, ça peut être n'importe où. Moi, tant que j'ai la chance de voyager et de faire des shows, moi, je suis très down, extra down. J'aimerais aller en Europe. Ouais. J'aimerais aller en France. Tu reviendrais nous voir en France, là? Définitivement, j'aimerais beaucoup jouer devant des publics francophones à fond. Suisse, Belgique, les pays africains, même Sénégal, Maroc, Algérie. Voilà, j'aimerais ça. Super. Croisez mes doigts. On croise les doigts. Voilà. Ben nous, on croise les doigts pour toi. On est sûr que tu vas tout cartonner. Écoute, là, donc on arrive à la fin. Donc, si tu veux dire un petit truc, c'est ton moment. C'est pour toi. Dis ce que tu veux. Shit, man. Ben, shout out à tout le monde qui écoute la musique de Détrac, man. Gros what's up. Et puis, merci pour l'entrevue, man. Ça fait plaisir, man. Peace. Voilà. Hein. Est-ce que tu peux aussi remercier le Café Johnny qui nous a accepté Ouais. Café Johnny, hein, c'est ça? Johnny, Café Johnny. Johnny, ok. Gros shout out au Café Johnny pour nous donner ce super divan ici, là. Tranquille, beau café. One love. Nous, on aime ça le café aussi, d'ailleurs. Shout out au café aussi. Voilà.